Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurence. Nous sommes heureux de vous retrouver sur CNews et sur Europe 1 pour ce nouveau numéro de La France en face. Merci d'être au rendez-vous de cette émission qui se concentre sur l'essentiel, les débats de fond, les propositions pour changer la vie quotidienne des Français. Et bien sûr, alors que tous les regards sont braqués sur la guerre au Moyen-Orient et en Iran, bien quelle vision pour la France au cœur d'un monde secoué par la violence des guerres et des conflits. Notre invité ce soir, c'est Bruno Retailleau. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir Bruno Retailleau, vous êtes le patron des LR. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. À 11 jours seulement du premier tour des municipales. Alliance, pas alliance, quelle est la stratégie de votre part? Et puis bien sûr, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, ce que vous proposez pour améliorer la sécurité de nos compatriotes, des Français qui seront d'ailleurs présents tout au long de cette émission à travers les questions qu'ils ont à vous poser. On va commencer, Bruno Retailleau, bien sûr, par la situation au Moyen-Orient. Avec cette dernière minute, on apprend que Donald Trump a contacté Emmanuel Macron pour l'informer de l'état des opérations militaires en Iran. Le président de la République a en retour alerté le président Trump sur la situation au Liban, à laquelle la France demeure très attentive. Deux questions. Un, c'est une bonne chose que le président américain prenne attache avec le président français. Et deux, la position d'Emmanuel Macron sur le Liban. Il s'est montré très réservé sur une éventuelle offensive israélienne terrestre. Première question. Bien sûr, je suis heureux de voir que la France compte quand même, puisque le président Macron avait de lui-même le week-end dernier avoué qu'il n'avait pas été tenu informé. Donc là, il y a un contact et je pense que c'est important compte tenu des répercussions mondiales d'ailleurs, y compris en France, sur le territoire national. C'est un aveu de faiblesse ou pas du président Macron dans un premier temps? Dans un premier temps, je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation, évidemment. Pas de grand clair pour savoir que lorsque on masse une armada tout près de l'Iran, c'est pas pour faire des ronds dans l'eau, bien sûr. Deuxième question sur le Liban. Vous savez, je suis très attaché, j'y suis allé à plusieurs reprises, et nous avons un lien très particulier, la France et le Liban. Je pense que le président de la République a totalement raison de soutenir notamment les forces libanaises pour désarmer le Hezbollah. Tant qu'il y aura le Hezbollah armé, il ne pourra pas y avoir de relèvement du Liban. Mais Israël n'a pas le droit de se défendre? Eh bien, je pense qu'au contraire, je pense qu'Israël a le droit de se défendre. Je pense que, précisément, ça constitue une opportunité historique. On parle souvent de droit international. Il y a une résolution 1559 pour désarmer justement les milices et notamment le Hezbollah. Il faut en profiter. Et il faut vraiment, si on veut... Et si on aime le Liban, si on veut que le Liban, qui est un pays, qui est un message, comme l'avait dit un jour Jean-Paul II, et il faut vraiment être à côté des forces libanaises pour désarmer définitivement les suppôts de l'Iran. Emmanuel Macron, ce soir, dit que le Hezbollah doit arrêter. Est-ce que là encore, ce n'est pas une parole un peu vaine? Juste dire ça. Elle est vaine si elle reste au stade des paroles. Je pense qu'il faudrait constituer, à l'initiative de la France, une coalition qui pourrait réunir plusieurs pays pour aider les forces libanaises, justement, à désarmer cette milice chiite, cette milice qui est vraiment aux ordres. Autour de qui, cette coalition? Des mollahs. Peu importe ceux qui le voudront, mais je sais qu'un certain nombre de pays le souhaiteraient et on pourra trouver, en tout cas, j'en suis sûr, des volontaires. Pas l'Espagne, en tout cas. L'Espagne, j'ai peu confiance en M. Pedro Sanchez. On va en parler dans un instant. Juste soyons clairs, vous soutenez l'offensive terrestre israélienne dans le sud du Liban pour établir une zone tampon afin de protéger les habitants du nord d'Israël? Je serai très clair. Oui ou non? Israël a le droit de se défendre. Bien. Je pose simplement une condition. C'est qu'on participe effectivement au désarmement du Hezbollah et qu'ensuite, Israël respecte la souveraineté du Liban. Et se retire. Une fois que la menace... Réagir à une menace, c'est normal, c'est naturel. En revanche, lorsque la menace est éteinte, alors c'est la souveraineté du Liban qui doit prévaloir. Alors, on va évoquer évidemment l'état des troupes françaises, en tout cas l'avancée du porte-avions Charles de Gaulle, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. On va écouter le premier Français qui a une question à vous poser. Il s'appelle Jean-Claude et il est retraité. Jean-Claude, retraité. Est-ce que vous pensez que la France va envoyer des troupes en Iran? La réponse de Bruno Retailleau. Ça n'est ni notre intention, ni d'ailleurs ce que nous ont demandé les Américains ou les Israéliens. Je pense qu'en matière de politique étrangère, peut-être on en reparlera, on doit avoir une ligne, c'est la défense de nos intérêts nationaux. L'intérêt national. Le président de la République dans son allocution d'ailleurs. C'est très bien. Et je m'en félicite. On n'est pas la France, je veux dire, et pas une ONG, vous voyez. Donc on a des intérêts qui nous sont propres, on doit les défendre.
Quels sont ses intérêts? Par exemple, puisque vous faisiez allusion au président de la République, notre intérêt n'est pas de revoir autour d'une table les mollahs pour renégocier un accord nucléaire qu'ils ont toujours violé. Je pense que je me féliciterai si le régime des mollahs tombe. Donc ça veut dire pas de négociation avec l'Iran. Ça signifie vraiment que j'espère que le peuple iranien, grande culture, grande civilisation millénaire, trouvera l'occasion justement de reprendre le pouvoir, un pouvoir démocratique. Bien, ça c'est un premier point. Nos autres intérêts, c'est évidemment, on a parlé du Liban, c'est aussi les accords de défense que nous avons avec une petite dizaine de pays du Golfe, et donc on doit aider à l'interception. J'ai appris, comme vous, hier soir, dans l'allocution du président de la République, que c'était réalisé. C'est là aussi une bonne chose. Je pense que, et j'avais demandé hier matin sur une radio dans une matinale, qu'on devrait là aussi sur le détroit d'Ormuz pouvoir intervenir, parce qu'on y a des intérêts directs. Ce qui est le cas déjà, puisque les troupes, les commandos marines interviennent déjà en ce moment dans le détroit. Oui, mais je pense qu'il faut une coalition. Je pense que là aussi, il faut une coalition internationale. On n'aura pas de peine à la trouver, pour faire en sorte que ce goulet d'étranglement puisse être libéré. Est-ce que vous connaissez les buts de guerre de Donald Trump? Est-ce qu'ils sont clairs à vos yeux? Est-ce qu'il s'agit de renverser les mollahs? Est-ce qu'il s'agit d'éradiquer le programme nucléaire iranien? Est-ce que c'est clair dans votre tête? Je ne sais pas si c'est clair dans sa propre tête. Simplement, ce que j'observe, c'est que je n'ai pas renvoyé, moi, dos à dos, loin de là, le régime des mollahs et l'attaque israélienne et l'attaque américaine. Ce que j'observe, c'est que l'Iran, depuis 1979, constitue une menace pour notre pays. À laquelle la France a contribué, hélas. Le terrorisme, par exemple, qu'elle a répandu, l'islamisme qu'elle a exporté, la dissimulation nucléaire, l'industrie balistique, la déstabilisation de la région, le Hamas à Gaza, mais aussi les Houthis au Yémen, mais encore le Hezbollah au Liban, mais bien sûr le régime de Bachar el-Assad, et bien sûr les chiites, notamment la milice chiite en Irak. Donc c'est une menace, et très franchement, je me félicite que la tête de ce serpent islamiste ait été fauchée par cette coalition américano-israélienne. Est-ce que ce que vous dites ce soir, Bruno Retailleau, sur Europe 1 et sur CNews, c'est oui, Trump agit militairement, et s'il a d'autres buts que uniquement le régime change, comme il l'a dit, ça fait partie du deal? Moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'à l'issue, il n'y ait plus de régime des mollahs et que ce soit le peuple iranien qui prenne en main sa destinée. Il le mérite. C'est un peuple, 90 millions d'habitants, qui est cultivé, et c'est une très très grande civilisation, millénaire, plurimillénaire même. Mais alors comment le faire? Parce qu'il n'y a aucun moyen pour l'instant pour le peuple iranien de reprendre les commandes de ce gouvernement qui est encore aux mains des gardiens de la révolution. On voit leur puissance de feu actuellement. Il faut une opération terrestre. Jusqu'où faut-il aller dans l'intervention? Le meilleur moyen, c'est qu'un des corps constitués, l'armée ou un autre, puisse faire défection et puisse se retourner contre le régime et s'associer justement à l'élan populaire. Ce serait le meilleur moyen. Mais ça, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez que le souhaiter ce soir. On ne peut que le souhaiter, évidemment. Mais observons quand même qu'aujourd'hui, les frappes rendent ce scénario bien plus possible qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines. Oui et non, puisque vous avez les gardiens de la Révolution qui n'ont pas pu, par exemple, faire les funérailles de l'ayatollah Khamenei ce soir. Si c'est, comment dirais-je, s'il y a un délai dans le temps, ça veut dire que ça sera fait et ça veut dire qu'ils sont toujours là. Non, mais ils sont très affaiblis. Dès le départ, j'ai mis un doute, parce que changer un régime, aucun pays ne peut s'en assurer, aucun pays. Et ce n'est pas qu'une affaire de frappe. Mais encore une fois, si le régime est suffisamment déstabilisé, et si un des grands corps constitués se retourne contre le régime, alors il y a une lueur d'espoir. Ce que je sais simplement, c'est que sans que ces frappes, il n'y avait aucune sorte d'espoir vis-à-vis du peuple iranien. Ils ont tout essayé. Ils se sont massacrés. Des femmes dilapidées, des jeunes, des enfants pendus devant les yeux de leur famille en haut d'une grue. C'est ça le régime des mollahs. Et vous voyez ce qui est incroyable. Regardez l'extrême gauche. Kamel Daoud a eu ce week-end des mots très très justes en disant qu'il y a une gauche en Europe qui préfère finalement, plutôt qu'un Iran libre, des mollahs et un régime en vie. C'est terrible. Bruno Retailleau, on est sur CNews et Europe 1. Vous estimez que la gauche a une responsabilité morale dans ce qui s'est passé en Iran et dans l'irruption de cet islamisme politique qui a émergé dans les années 80? L'Iran
a été la matrice de ce que l'on appelait l'islamo-gauchisme. Souvenez-vous d'ailleurs, en 1979, le coup d'État, si j'ose dire, la révolution contre le Shah à l'époque, c'était à la fois les mollahs et les communistes. Et cette révolution, les mollahs l'ont commencé avec les communistes. Elle s'est terminée évidemment sans eux. Ils ont été éradiqués. Mais ils ont constitué une matrice idéologique dans laquelle est né précisément ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Alors l'islamo-gauchisme, c'est très simple aujourd'hui. C'est représenté notamment par LFI, les Insoumis et M. Mélenchon, qui, au nom d'un communautarisme, veulent draguer le vote musulman. Ils n'ont plus de prolétaires à défendre. Il y a belle lurette qui ne défendent plus les travailleurs. Ils s'en fichent. Mais désormais, la figure rédemptrice qui a remplacé finalement le prolétaire, c'est cette figure-là, justement, de l'islamiste étranger, immigré. Voilà. C'est terrible, mais on en est là. Vous voulez dire que Mathilde Panot, qui encore ce matin dit que c'est une attaque illégale au mépris du droit international, c'est uniquement pour un but électoraliste, sachant qu'on est à 11 jours des municipales? J'avais pas compris, vous voyez, que dilapider des femmes, pendre des jeunes, etc., massacrer un peuple par dizaines de milliers, c'était ce que souhaitait, vous voyez, le droit international. Je n'ai pas compris que le droit international devait nécessairement protéger ce genre d'exactions. Pour Gabriel Attal, le droit international n'est plus une donnée intangible. Il dit qu'il faut être réaliste et pragmatique. C'est ce que vous dites, il faut réinventer le droit international et peut-être réinventer les grandes institutions qui sont obsolètes comme l'ONU. Les institutions multilatérales sont totalement en panne. Je le regrette d'ailleurs. Mais la politique, c'est la confrontation au réel. C'est pas l'utopie. Parce qu'à ce moment-là, on devient les idiots utiles de l'histoire. Ces institutions sont donc en panne. J'espère qu'on retrouvera les bases, les règles d'un droit international. Comment? Mais aujourd'hui, les règles sont à terre. Et là encore, je pense que le droit international, ça ne peut pas être le paravent, le prétexte pour l'inaction, pour la passivité. C'est clair. Et est-ce qu'on doit appliquer nécessairement le droit international à ceux qui ne l'appliquent pas eux-mêmes, au régime des mollahs? Encore une fois, c'était la pire des menaces, une des pires menaces dans le monde. J'ai cité le terrorisme, l'islamisme, j'ai cité la déstabilisation, les missiles balistiques, etc., etc. Ils ont eux-mêmes signé des engagements auprès de la communauté internationale, notamment en matière de contrôle de l'armement nucléaire, en tout cas vis-à-vis de la prolifération nucléaire. Ils ont interdit à la communauté internationale de venir poursuivre les inspections. Donc, ils se sont déjugés par eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, à force de brandir le droit international, en réalité, bien souvent, c'est pour justifier l'inacceptable. Mais la France a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous, président, puisque vous êtes candidat à la présidentielle de 2027, comment est-ce que vous ferez? Vous irez, comme tous les chefs d'État à l'ONU, vous occuperez ce siège en marchant sur l'inertie, en se disant que finalement, on va pouvoir continuer comme ça? C'est une enceinte statutaire. C'est une enceinte statutaire. Nous sommes très peu de membres permanents au Conseil de sécurité. J'observe d'ailleurs que souvent, le droit international, c'est le droit des vainqueurs. Pourquoi est-ce que la France et d'autres sont membres permanents? Voilà, c'est parce que c'était les vainqueurs de 1945. Simplement, je pense que c'est une enceinte importante pour pouvoir dialoguer. Il ne faut jamais cesser de dialoguer. Le dialogue, c'est aussi ce qui caractérise la France, mais ça ne doit pas être à n'importe quelle condition. Nous sommes aussi une puissance, peut-être, on va en reparler, nucléaire, et ça donne un statut très particulier à la nation française, à notre pays. Bruno Retailleau, on est sur CNews et Europe 1, 21h14. Évoquons ce qui se passe et les menaces qui pèsent sur la France et l'inquiétude des Français face à ce qui se passe au Moyen-Orient. La menace terroriste, vous l'avez évidemment évoqué, puisque l'Iran menace de représailles tous ceux qui pourraient intervenir et qui prendraient part à cette guerre. Les sites sensibles ainsi que les lieux de culte sont protégés par Laurent Nunez, votre successeur à l'intérieur. Est-ce qu'il y a, selon vous, et d'après les informations dont vous disposez, un risque réel d'attentat sur notre sol? Il peut y avoir des risques, évidemment, avec ce régime. Ces risques sont de trois sortes, essentiellement. Le premier, ce sont des cellules dormantes. Moins d'une vingtaine sont suivies par nos services. Donc, c'est finalement assez peu. Moins d'une vingtaine sur combien? Moins d'une vingtaine, je veux dire, de cellules dormantes vis-à-vis du régime iranien. Deuxième élément, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai bien vu, nos services m'avaient informé que le mode d'action du régime iranien chez nous en France, notamment pour tenter les assassinats, notamment de leurs opposants, c'était pas de recourir à des proxys, ou plutôt ces proxys, c'était de payer notamment des individus du grand banditisme. Narcotrafiquants, criminalité organisée. C'est leur mode d'action principal.
Et enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des attentats qui ont été perpétrés en France sont le fait de très jeunes, qui se radicalisent sur Internet. Donc il peut y avoir aussi une forme de dissémination idéologique, une forme de stimuli qui provoque justement ce genre d'attentat. Ça me paraît être les trois modalités et je pense que mon successeur a eu raison de rehausser justement l'attitude défensive de la France, y compris avec l'opération Sentinelle. Absolument, et la protection des lieux de culte juifs, puisqu'on est en pleine fête religieuse juive, et que cette communauté est particulièrement visée. On n'oublie pas non plus que la France a été la cible des attentats menés notamment par le Hezbollah dans les années 85. La France a payé cher, vous savez. Et les parachutistes français du Drakkar. 1983. Dizaines de morts. Ensuite, 85-86. Et en 2018, un attentat perpétré notamment, en tout cas une tentative qui avait été attribuée, que nos services avaient attribuée à l'Iran. Donc, soyons pas naïfs, là encore. Et le droit international a bon dos pour un certain nombre d'individus qui veulent en fait justifier la passivité, le statu quo, ne rien faire. Comme d'habitude, ne rien faire. Regardez les trains passer. On en crève, voilà. Bruno Retailleau, Donald Trump, hier, dans sa sémantique habituelle, a dit qu'on avait tout anéanti en Iran, que les Américains contenaient la marine iranienne. En tout cas, l'Iran affirme encore aujourd'hui détenir le contrôle total du détroit d'Ormuz. Il y a plusieurs navires qui ont été détruits. Une crise économique, du coup, se profile. Le prix du baril de pétrole augmente. Il y a 600 jours de réserve. Le prix du gaz est encore plus. Faut-il prendre des mesures concrètes pour maintenir le pouvoir d'achat des Français? Non, je pense que les mesures concrètes, je l'ai déjà expliqué il y a quelques instants, dans la défense de nos intérêts vitaux, nationaux, je pense que le détroit d'Ormuz en est un exemple et il faut constituer, sans doute avec les Israéliens, les Américains et beaucoup d'autres pays qui ont les mêmes intérêts que nous, une coalition précisément pour sécuriser ce lieu stratégique où passe 20% du pétrole, du gaz notamment naturel liquéfié. Mais donc par exemple baisser la TVA comme le propose le RN sur On n'en est pas là. Non, on n'en est pas là d'abord. Bien sûr, sauf qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ça coûterait 20 milliards. Ça coûterait 20 milliards d'euros. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc vous me posez la question, que doit-on faire? Eh bien, on doit régler le problème à la source. En France, on essaie toujours de traiter les problèmes, des conséquences des problèmes. Traitons les causes avant d'essayer de financer par de l'argent public toujours des conséquences. D'accord. Donc on n'aide pas le pouvoir d'achat des Français et on aide le pouvoir d'achat des Français. On aide le pouvoir d'achat des Français précisément en libérant justement le détroit d'Ormuz. Voilà. L'OPEP+ a décidé de produire et de mettre sur le marché plus de pétrole. Ça devrait avoir un effet là aussi pour maintenir la hausse. Mais la meilleure solution, encore une fois, le remède, c'est de faire en sorte que le détroit d'Ormuz ne soit pas tenu en otage par les mollahs. Alors justement, sur cette question, c'est Romain qui est dirigeant d'un cabinet de recrutement dans l'énergie qui a une question pour vous, Bruno Retailleau. Bonjour, Romain Lefebvre, dirigeant d'un cabinet de recrutement dans l'énergie. J'ai une question pour vous. Si demain vous étiez élu président, quelle serait votre première décision politique sur le thème de l'énergie? Quelle serait la politique énergétique que vous mettriez en place pour les années à venir? Réponse de Bruno Retailleau sur Europe 1 et sur CNews. Réponse nette, claire. Je ne ferai pas ce qu'Emmanuel Macron a fait. Vous vous souvenez, il a fermé par exemple Fessenheim, il a ouvert Saint-Avold, une centrale au charbon. Encore récemment, nous vivions sous l'empire d'un décret qui proclamait qu'il fallait arrêter 14 réacteurs nucléaires pour ensuite changer d'avis. Première chose, la stabilité, parce que c'est absolument nécessaire dans l'environnement économique. Très concrètement, l'objectif, c'est d'avoir une énergie qui soit bon marché, abondante et décarbonée. Et pour ce faire, deux solutions. Première solution, le nucléaire, c'est parce que c'est une énergie décarbonée. N'oublions pas que nous sommes les champions du monde de l'électricité décarbonée à 95%. Donc nous avons une électricité qui est une électricité verte, voilà. Et par ailleurs, là encore, ce que je ferai, c'est que j'allongerai l'existence, autant que la sécurité nous le permet, justement, de nos centrales nucléaires. Deuxième élément, le rôle... Ouvrir Fessenheim? Non, ça n'est plus possible. Malheureusement, ça n'est plus possible. C'est trop tard. C'est trop tard. De l'argent fichu par les fenêtres. Deuxième chose, sur les énergies renouvelables, eh bien, j'arrêterai toute subvention pour les projets à venir, toute subvention sur les énergies renouvelables, pour deux raisons. Un,
D'abord parce que ce sont des énergies qui sont désormais arrivées à maturité et qu'on n'a plus d'argent public pour les subventionner. Ça coûte des milliards d'euros tous les ans. Et ça renchérit le coût, justement, de l'électricité. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on produit trop d'électricité. On en produit plus que nécessaire, puisque la consommation a baissé depuis 10 ans. Pourquoi est-ce qu'elle a baissé? Parce qu'il y a la sobriété et il y a l'efficacité. Alors certes, on exporte, mais souvent, on exporte à bas prix, à perte. Donc, alors qu'on achète à haut prix. Et voilà. Donc, on sort du système européen ou pas? Non, surtout pas. Ça, c'est la bêtise à ne pas faire. Précisément parce que on est un pays exportateur. Donc, je ne le recommande absolument pas. Simplement, moi, la politique énergétique que j'entreprendrai lorsque je serai président de la République, elle sera guidée non pas par une idéologie écologiste, mais plutôt par la raison. Voilà. Ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire quoi la raison, Bruno? Mais ça veut dire que depuis 10 ans, depuis M. Hollande, pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre au nucléaire? Parce qu'il y a eu un accord à l'époque entre les écologistes et le PS, Mme Aubry et Mme Duflot, en disant, pour avoir les voix des écolos, il faut casser le nucléaire français. On a saboté le nucléaire français. Emmanuel Macron en a rajouté malheureusement une couche pendant son premier quinquennat, et donc on a affaibli cette filière. Alors que c'était notre atout, et alors que partout dans le monde, le nucléaire revient à la mode. Et c'est parce qu'il revient à la mode d'ailleurs qu'il faut un nucléaire de nouvelle génération avec le projet Astrid, parce que demain, l'uranium sera sans doute beaucoup plus rare, et donc il faut demain le nucléaire nouvelle génération qui permettra de brûler les déchets pour avoir une sorte d'économie circulaire. Alors Bruno Retailleau, on évoque le nucléaire, on va glisser sur la dissuasion nucléaire qui n'a pas grand-chose à voir avec le nucléaire civil. Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle stratégie concernant notre dissuasion nucléaire qui est la véritable garantie de la survie de notre nation. Une dissuasion qui associerait des partenaires européens, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Grèce. Alors il ne s'agirait pas d'un partage de la dissuasion, mais est-ce qu'au fond c'est ça que vous redoutez dans cette proposition d'Emmanuel Macron? J'avais fait une tribune la veille de son intervention, c'est ce que je redoutais. Je redoutais finalement une forme d'européanisation, une sorte de mise en commun de l'arme nucléaire. Et ça n'est pas possible. Il nous a rassurés, le président de la République, je pense, a été très très clair de ce point de vue-là, en disant que, la décision ultime, ça resterait le président de la République élu au suffrage universel. La mise en œuvre de l'arme nucléaire ne sera pas partagée non plus, pas plus que la définition de nos intérêts vitaux. Alors que nos intérêts vitaux s'élargissent au-delà du territoire national, au territoire européen, ça c'est pas nouveau. Dans une instruction en 1964, le général de Gaulle l'avait déjà dit, il avait parlé du Benelux et de l'Allemagne fédérale. Et ensuite, Georges Pompidou, c'était en 1972 dans un livre blanc, avait là encore précisé que les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtaient pas aux frontières françaises. Donc je pense que de ce point de vue-là, il nous a rassurés. Un point d'attention, la dissuasion avancée. J'attends de voir concrètement ce que cela donne. J'ai bien vu que ça n'était pas une mise en commun, une européanisation de nos moyens. Je ne veux pas qu'au fil du temps, il y ait un engrenage qui se mette en place et qui provoque cette communautarisation, si j'ose dire, qui serait hors des clous. L'arme nucléaire, c'est vraiment l'arme ultime. Et comme disait quelqu'un, voilà, la France, c'est une monarchie nucléaire. Ça ne peut pas être autre chose. Il ne peut pas y avoir de partage de ce point de vue-là. Mais si la dissuasion, c'est que de temps à autre, nos mirages, par exemple, soient disséminés dans tel ou tel pays, provisoirement, momentanément. Nos avions, donc pas les avions américains. C'est ce qui se passe déjà. Et vous savez, je ne pense pas que les pays qui en bénéficient, comme la Belgique, comme l'Italie, comme l'Allemagne, renoncent d'ailleurs à ce parapluie. L'OTAN est en quelque sorte une alliance nucléaire, avec une sorte de double clé. Les bombes sont américaines et le vecteur, alors actuellement c'est des Tornados, bientôt ça sera des avions américains, des F-35, mais les vecteurs sont plutôt des vecteurs allemands, enfin en tout cas qui sont opérés par les Allemands ou les Belges, etc. Mais précisément, comment est-ce que vous faites le tri entre justement l'OTAN qui est une force protectrice de certains pays, on pense notamment à la Pologne qui est dans la liste d'ailleurs des pays qui pourraient se joindre à cette dissuasion augmentée que veut le président de la République. Alors, on a l'OTAN d'un côté, et puis on a cette dissuasion hybride, j'allais dire, que vous craignez, que d'autres craignent également.
où on se dit que c'est le système de l'entrebâillement de la porte. C'est-à-dire que, oui, une fois qu'on a le pied dedans, on peut négocier ensuite pour... Non, parce qu'on ne participe pas aux opérations de planification nucléaire C'est ce qu'on dit dans le aujourd'hui. cadre de l'OTAN. Mais c'est bien pour cela que j'ai pris la précaution de dire, parce que j'ai entendu le mot progressivement dans le discours du président de la République. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit attention à un engrenage qui pourrait aboutir à une forme de communautarisation ou d'asservissement. Mais on n'en est pas là. Et ce serait, très franchement, je ne veux pas le dire parce que ce serait un procès d'intention. Donc je ne le dis pas. Je mets simplement une alerte. Je mets simplement en garde. En attendant, on aurait quand même des pays européens qui achètent des F-35 plutôt que des Rafales et qui profiteraient d'une façon indirecte de la dissuasion française. C'est ce que j'ai indiqué dans une de mes réactions, du reste. C'est-à-dire que dissuasion avancée pour participer à la protection de l'espace européen, oui. Mais je trouve qu'il y a quand même une condition. C'est une défense européenne avec du matériel, non pas américain, mais européen. Et si possible, français. Bon. Voilà. Et il y a une phrase qui a été retenue sans que les uns ou les autres, je crois, une phrase du président de la République, y fassent très attention. Il a dit cette chose juste. Pour être libre, il faut être craint. Exactement. Pour être craint, Il faut être puissant. Je pense que le problème français aujourd'hui, c'est que la puissance, ça n'est pas qu'une affaire militaire. C'est une affaire globale, budgétaire, économique. Général de Gaulle avait une phrase assez géniale qui permet d'englober, de comprendre, de ramasser le sens de ce que doit être une politique étrangère, une politique internationale. Il avait dit, l'essentiel pour jouer un rôle sur le plan international, c'est d'exister soi-même, en soi-même, chez soi. Un pays qui n'est pas capable de tenir ses comptes est un pays qui n'est pas capable de tenir son rang sur le plan international. Encore un mot, Bruno Retailleau, de la défense française avant de passer aux enjeux de sécurité qui préoccupent nos compatriotes et de pouvoir d'achat. Est-ce que l'effort budgétaire consenti pour nos armées est suffisant? Est-ce qu'il faut faire plus? L'Allemagne juge insuffisant les efforts de la France en matière de réarmement. Elle nous appelle même à faire des économies pour pouvoir investir dans notre défense. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde entier? Première chose, je reconnais les efforts que le président de la République et ses différents gouvernements ont fait depuis 2017. Quasiment un doublement sur 2 quinquennats. C'est suffisamment rare pour le souligner. Ça ne suffit pas, mais vous voyez bien que quand je disais que la puissance est une affaire globale, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si on veut dépenser plus, et il faudra dépenser plus, il faudra rehausser dans un monde de plus en plus menaçant. Jusqu'à combien? Quel est votre seuil? Écoutez, de quelques dizaines de milliards d'euros supplémentaires, ce qui est très très lourd. Et en l'état actuel de notre économie et de nos problèmes budgétaires, ce sera très difficile. Donc il va falloir faire des choix. Il faudra faire des choix et donc faire des économies. C'est ce que je proposerai pendant la campagne présidentielle de façon très concrète. Je mettrai sur la table un certain nombre d'économies. Il faudra, je pense, en 5 ans, sur les dépenses faire 120 milliards d'économies. Sur quoi? Sur les dépenses sociales? Sur quoi? Passe bien sûr sur une partie dépenses sociales, une partie dépenses de l'État, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est un peu tôt pour le détailler. Mais je détaillerai très précisément pour que les Français sachent avant à quoi s'attendre. On avance? Bruno Retailleau, vous êtes sur CNews et sur Europe 1 dans La France en face ces derniers jours. Plusieurs affaires ont révélé l'ampleur de la violence juvénile dans notre pays. Face à ces déchaînements de violence, vous avez été vous-même, en tant que ministre de l'Intérieur, impuissant à faire changer les choses? Ce qui m'a le plus marqué, comme ministre de l'Intérieur, c'est l'explosion de la violence des mineurs. J'ai été très marqué à tel point que, à chaque fois qu'il y avait un crime de sang provoqué par un mineur, je demandais aux gendarmes, aux policiers, de me donner le nombre d'antécédents judiciaires. Et souvent, il y avait plus de 30 antécédents judiciaires. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en France, on a organisé volontairement l'impunité des mineurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les narcotrafiquants utilisent les mineurs. C'est terrible. C'est une faillite. Quand vous dites « on a organisé », c'est qui on? On, parce qu'on a, et récemment c'est le Conseil constitutionnel, qui nous a interdit de changer de pied pour la justice des mineurs. Il y a une proposition de loi qui a réussi à être votée pour durcir la justice des mineurs, et le Conseil constitutionnel l'a censurée. En disant quoi? En disant que le principe pour les mineurs, ça devait être l'éducation et non pas la sanction. Si vous avez des enfants, je m'adresse aux téléspectateurs, est-ce que vous pensez que quand on élève ses enfants, on dissocie
l'éducation et la sanction. Et ça, c'est terrible, parce qu'on enferme dans des parcours de délinquance des jeunes et on leur permet en toute impunité de voler. Ils volent un œuf, un bœuf, etc. Ils extorquent avec violence et un jour, il y a du sang. Quand il y a du sang, la prison tombe, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a une victime, il y a du sang, et c'est trop tard parce que ce jeune est difficilement redressable. La prison tombe quand la prison tombe. C'est ça aussi, c'est peut-être une question. Quand la prison tombe, et quand il y a un crime, si. Il y en a une, mais moi, vous savez aussi bien que moi... Ma proposition, absolument. Ma proposition, c'est des courtes peines de prison, notamment pour des mineurs, dans des établissements Immédiate. qui seront adaptés, immédiates, dès les premiers délits graves. Il faut sanctionner. Parce que vous avez des mineurs aujourd'hui, Maurice Berger, grand pédopsychiatre, l'exprime très très bien, il en a fait un certain nombre de livres, qui ont aucune empathie avec leurs semblables, aucune empathie. Ouais. Et il faut les retenir dans des lieux fermés. Vous m'avez pas répondu, Bruno Retailleau. On, c'est qui? C'est la gauche, la droite, c'est tout le monde ensemble, c'est le dogme, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui une inertie. Alors, la gauche, la culture de l'excuse, pardon, elle est quand même beaucoup plus... J'ai des choses à reprocher à la droite, et la droite n'a pas toujours bien fait d'ailleurs. Mais franchement, la culture de l'excuse, c'est la gauche judiciaire qui l'a portée. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes propositions que je ferai, et je le dis d'ailleurs aux Français, si vous pensez qu'un homme politique, parce qu'il y en aura des candidats qui vont venir vers les Français en disant « moi je vais changer la politique pénale », eh bien, si cette personne vous dit « méfiance, je vais changer la politique pénale sans changer la Constitution », il ne changera rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit les Français qui décident de la politique pénale. Donc un référendum. Exactement. Et non pas les juges. Les juges sont importants. Je tiens à la séparation des pouvoirs et c'est la raison pour laquelle j'ai critiqué les dérives de l'état de droit et je veux réconcilier l'état de droit, c'est nécessaire, la séparation des pouvoirs avec la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Par le référendum, par un changement constitutionnel qui passera par l'article 89 en modifiant plusieurs points de la Constitution. J'y reviendrai d'ailleurs dans quelques semaines où j'aurai l'occasion de détailler et de mettre sur la table très précisément les modifications. Alors, pour renverser la table, il faut tout mettre sur la table. Bruno Retailleau, ça répond en partie à la question de Karim, qui est retraité, qui va vous la poser tout de suite sur CNews et Europe 1. Karim Kébéri, 80 ans. Posez la question. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer un peu plus la sécurité dans les grandes villes? Paris par exemple. Il y a une dégradation, mais je ne vois pas beaucoup d'amélioration dans le bon sens. Alors, Bruno Retailleau. Karim, première chose, je vous réponds cash. Votez pour des candidats de droite. Il y a une vraie différence entre, dans les villes, dirigées par la droite ou dirigées par la gauche. Exemple, chiffre à l'appui. Sur les 10 villes qui sont les moins sûres de France, 9 sont gouvernées par la gauche. 9 sur 10, les moins sûres de France, gouvernées par la gauche. Première chose, Karim, votez notamment à Paris. À 11 jours des municipales, Oui. le conseil de Bruno Retailleau. Exactement, et en l'occurrence pour Rachida Dati. Deuxième élément, c'est fondamental. Je propose dans des villes, des grandes villes, qui sont des villes où le narcotrafic, la criminalité organisée s'est enquistée. Je propose de créer un état d'urgence spécifique qui permettra de contrôler des quartiers, qui permettra justement de façon quasiment automatique de contrôler les entrées et les sorties de ces quartiers. Un nouveau régime qui permettra de faciliter les saisies, les réquisitions, etc. pour verrouiller les quartiers et pour en reprendre possession. Et s'il faut faire entrer des blindés de la gendarmerie, Oui, nous ferons de la gendarmerie. rentrer Ok. des blindés, évidemment type Centaure, dans ces quartiers qui sont des quartiers, des zones quasiment de non-droit. Vous dites que les policiers ne vont plus dans ces zones, Bruno Retailleau? Non, mais ici, Vous avez été leur chef, mais pourtant. dès qu'ils s'en retirent, si, et je vais vous dire, mon bonheur, franchement, au ministère de l'Intérieur, j'ai connu le pire, c'est la noirceur de l'âme humaine, mais le meilleur, c'est, et je les félicite encore, j'ai toujours été très ému, c'est le courage des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, et le sens de l'État, notamment du corps préfectoral. Mais ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est qu'il nous faut une volonté. Et il faudra bien sûr changer la politique en matière de justice. Là aussi, je l'ai dit il y a quelques instants. La volonté, ça passe aussi par les parents. 80% des Français estiment que les parents sont responsables des graves faits commis par leurs enfants mineurs. Est-ce qu'il faut renforcer la responsabilité parentale? Et si oui, comment? Bien sûr. Parce qu'il y a certains maires qui disent, par exemple, qu'il faut supprimer les allocations familiales. Absolument.
Il y a déjà un article du Code pénal, l'article 1207, je crois, 1207, qui est très précis et qui, en cas de défaillance des parents, permet de se retourner contre les parents. Je pense que ça n'est pas suffisant et je pense qu'il faudra supprimer les allocations de parents qui sont défaillants. Encore une fois, ministre de l'Intérieur, j'ai observé, on m'a rapporté des cas d'enfants très jeunes, de 10 ans, de 11 ans, qui traînaient dans les rues après minuit. Mais c'est criminel de la part des parents. Laisser ces enfants en pleine nuit dans la rue, c'est les livrer à tous les trafics. Donc on doit responsabiliser les parents. Une allocation, c'est l'impôt des Français. C'est pas un dû. Derrière, il y a des devoirs. Moi, ce que je veux instituer demain, c'est une société où il y a bien sûr des droits, mais où il y a une justice. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Non. Bruno Retailleau, un mot, vous affichez votre fermeté en matière de sécurité, mais aussi d'immigration. Les derniers chiffres publiés par la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, révèlent l'explosion de l'immigration, avec une augmentation de 11,2% des titres de séjour en 2025. Est-ce que ce n'est pas votre bilan en matière d'immigration ? Écoutez, mon bilan est très simple. Les leviers que j'avais, je les ai utilisés et ça a été efficace. Moins de naturalisation, puisque je suis revenu à la notion d'assimilation, parce que la droite, même la droite n'osait même plus parler d'assimilation. Deuxième chose, record européen maintenant, c'est pas assez, mais on est le premier pays européen pour les éloignements, notamment les interpellations des étrangers en situation irrégulière, la régularisation des sans-papiers qui a baissé. Mais là, le problème aujourd'hui, les titres de premier séjour ont explosé. Voilà, le problème, c'est que le ministre de l'Intérieur est responsable des sorties, mais n'est pas responsable des entrées. Eh bien, c'est le Quai d'Orsay. Autant dire que pour le Quai d'Orsay, plus il y a d'entrées, mieux ça vaut, parce que c'est le rayonnement de la France. C'est une drôle de conception, mais c'est la conception du Quai. Eh bien, moi, je pense que... Qu'il soit de gauche ou de droite, le Quai, vous voulez dire ? C'est une conception fondamentale, c'est française, une conception, c'est un réflexe. C'est un réflexe, bien sûr. Oui, parce qu'en France, il y a un dogme. L'immigration est nécessairement une chance. Et moi, j'ai choqué la bien-pensance en disant que non, l'immigration, ça n'est plus une chance dans les conditions vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas le premier, il y a eu sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux aussi, qui avait les mêmes mais propos. Brice Hortefeux a fait un très très bon travail, mais c'est la première fois que publiquement, un ministre de l'Intérieur a déclaré que l'immigration n'était pas une chance. On n'a pas besoin d'immigration en France ? Si, bien sûr, mais à condition qu'on la choisisse et qu'on la maîtrise. Or, on ne maîtrise plus rien. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a l'appel d'air. On a un système social qui est trop généreux. Tous les autres pays européens sont en train de durcir leur législation. Et nous, on a encore l'aide médicale d'État. Vous vous rendez compte que l'aide médicale d'État rembourse les clandestins à 100%, alors qu'il y a des Français qui cotisent et qui vont être remboursés, je pense, les soins dentaires, à 50, à 60%. Mais c'est une honte, c'est une injustice. Un appel d'air d'un côté, le problème de la non-maîtrise des entrées par le ministère de l'Intérieur, et puis il faut tout changer. Là encore, pardon, le Conseil constitutionnel qui avait, sur la loi migration, c'est des amendements en plus que j'avais fait voter pour une grande partie, une trentaine au Sénat, qui visait justement à avoir une plus grande fermeté migratoire. Et tous ces amendements ont été totalement censurés. Au nom de quoi ? Du droit. Tu parles d'une idéologie. Soyons clairs, et je le suis clair, même si je choque. Et donc, il faudra, là aussi, un référendum. Comme pour la justice pénale. Sans référendum, vous n'aurez pas de reprise en main de l'immigration. Vous serez le président des référendums, Bruno Retailleau. Oui, vous voyez, parce que je suis démocrate. Et très franchement, je pense que le malaise démocratique aujourd'hui, c'est d'abord parce que les gens voient qu'il y a des élections, des alternances, mais que les politiques ne changent pas. Qu'il y a une sorte d'impuissance, comme si le pouvoir n'avait plus le pouvoir. Ben oui, parce que le pouvoir est ligoté, c'est ce que j'ai appelé l'impossibilisme, par plein de jurisprudences. Il faut des juges, bien sûr. Mais les juges, aujourd'hui, inventent du droit, au-delà des textes. Et ce que je veux, moi, précisément, c'est que ce ne soit pas les juges qui décident du principal, c'est que ce soit les gens. Parce qu'on est en démocratie. Bruno Retailleau, il est 21h39 sur CNews et sur Europe 1. Le deuxième, alors il y a deux postes principaux dans la tête des Français, c'est la sécurité, on vient d'en parler, et le pouvoir d'achat. Écoutez, Fatoumata, qui est fonctionnaire, qui a une question pour vous. Bonjour, monsieur Retailleau. Je m'appelle Fatoumata Diallo, je travaille dans la fonction publique. Je voudrais savoir si vous êtes élu en 2027, qu'allez-vous faire pour le pouvoir d'achat des classes moyennes ? Réponse de Bruno Retailleau. Réponse à Fatoumata, elle a parfaitement raison. Je démontrerai pendant la campagne présidentielle que la classe moyenne en France
a été la variable d'ajustement de toutes les politiques. De la politique familiale à toutes les politiques, y compris pour le logement, y compris pour le logement social. Je le démontrerai. Donc, il faut changer totalement, et moi, je veux bâtir un nouveau modèle social. Qu'est-ce que vous proposez alors? Mon Qu'est-ce que modèle, vous proposez mon à modèle ces- social, à ces justement, ce sera de faire en sorte qu'on donne plus à ceux qui travaillent et moins à ceux qui profitent. Travail gagnant. Très concrètement. Travail gagnant. Très Pas concrètement. travailler plus pour gagner plus, c'est Très travail gagnant. concrètement, je proposerai plus d'un 13e mois, entre 13 et 14 mois, D'accord. pour ceux qui travaillent un peu plus, 2 heures de plus par semaine. J'effacerai les cotisations sociales pour l'employé, et y compris pour l'employeur. Pour l'employeur, ça fera un gain de compétitivité de pratiquement un tiers. C'est énorme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès social sans compétitivité. Donc, 13 mois et demi, à condition de travailler un peu plus. Par contre, je serai intransigeant vis-à-vis de l'assistanat. C'est-à-dire? Je ferai un écrêtement à 70%. Je fais un compte social. Dans ce compte social, Unique. je mettrai compte social unique. C'est pas du tout ce que propose M. Farandou. Je démontrerai que c'est une mauvaise idée. Il s'y prend très mal. Eh bien, dans un compte social, je mettrai toutes les aides sociales de l'État, des collectivités, par exemple de la CAF, des caisses, et j'écrêterai, c'est-à-dire je plafonnerai à 70% du SMIC pour m'assurer qu'il y ait un écart d'au moins 30% entre le revenu de l'assistance, de la solidarité, et le revenu du travail. Je veux vraiment être le protecteur de la France des travailleurs et pas de la France des Et profiteurs. pour le RSA, vous voulez imposer 15 heures de travail hebdomadaire, c'est ça? Comment Absolument. vous le ferez? Je ferai mieux que cela. Je veux là aussi créer un revenu d'incitation à l'activité où je fusionnerai un certain nombre d'aides actuellement, notamment la prime d'activité, le RSA et puis l'ASS. Et en les fusionnant, je montrerai que en reprenant ne serait-ce qu'un mi-temps, on gagnera sur un salaire moyen 400 € de plus par mois. C'est énorme. Avantager le travail, désavantager l'assistanat. Ça sera ma ligne de conduite, notamment pour la classe moyenne, celle que j'ai appelée la France des honnêtes gens, celle qu'on a marre de travailler, de payer des impôts, de cotiser, pour que À d'autres condition que les gens qui sont au RSA trouvent des emplois aussi et puissent effectuer Bien leur sûr, 15 heures mais de vous travail savez Que ce soit hebdomadaire. des emplois compatibles, parce Bien qu'on ne peut sûr. pas non plus faire... Bien sûr, mais justement, il va falloir libérer l'économie. On en reparlera, mais parlons-en maintenant. Et qu'est-ce que, par exemple, les 35 heures, vous cassez le dogme des 35 je sors des heures. 35 heures. Sors des 35 Je sors des 35 heures, absolument. Je sors des 35 heures. Et quand je vous parlais, par exemple, de l'effacement des cotisations, il n'y aura plus de cotisations. Par exemple, quelqu'un travaille, il est maçon, etc. À partir de la 36e heure, ce sera 0 cotisation. 0 cotisation pour le salarié, défiscalisation pour l'impôt sur le revenu, 0 cotisation pour son employeur. Donc c'est gagnant-gagnant. Souvent, on oppose le pouvoir d'achat et la compétitivité. Là, je ferai plus de compétitivité pour l'entreprise et plus de pouvoir d'achat pour le travailleur. Bruno Retailleau, évoquons les municipales, que c'est vraiment l'échéance qui nous attend. Quelle stratégie pour les Républicains? Est-ce que vous allez passer des alliances avec d'autres partis de droite? Je pense à l'UDR et au RN pour faire barrage à la gauche et à LFI. On va peut-être déjà écouter la question de Odile, qui est retraitée par rapport à LFI. Et puis je vous passerai une question sur votre stratégie. Bonjour Monsieur Retailleau, je m'appelle Odile, j'ai 78 ans. On me demande de vous poser une question, j'en aurai sans doute plusieurs, un certain nombre. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais j'aimerais que vous nous donniez une position claire. Quelle serait votre position sur notamment le parti LFI? Et pensez-vous autant de mal du RN que de LFI, vous voyez, et que comptez faire contre ce parti? Alors, Bruno Retailleau. LFI, pour moi, c'est le pire. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon quand il siégeait au Sénat. J'ai connu un républicain cultivé, un républicain sourcilleux, vétilleux. Et il est désormais devenu le parrain, si j'ose dire, des plus anti-républicains et les plus forcenés. LFI, pour moi, c'est le pire. C'est un parti qui propage l'antisémitisme, on l'a vu encore dans la bouche de M. Mélenchon il y a quelques jours, qui pactise avec les islamismes, qui justifie la violence. Regardez ce qui s'est passé à Lyon. Un député qui a fondé la Jeune Garde, qui est un député LFiste, et ce recours à la violence, cette justification. Donc non, je ne mets pas sur le même plan LFI et le Rassemblement national. Le Rassemblement national est pour moi un adversaire. Je pense qu'il porte un projet qui n'est pas sérieux.
ce sont, si j'ose dire, des démagogues. Ils promettent la lune aux Français. Mais si on veut demain que la France se relève, c'est certainement pas par l'assistanat. Madame Le Pen, par exemple, avait refusé de voter les 15 heures de contrepartie du RSA. Donc, ils sont socialistes dans leur tête. Ils ont voté 34 milliards d'euros d'impôts de plus en l'espace de 24 heures au dernier budget. Donc, c'est pas comme ça qu'on va relever la France. Mais LFI, pardon, c'est le pire des pires. Mais ça veut dire est-ce qu'il y aura des possibles alliances avec le RN ou l'UDR dans des cas difficiles où LFI est... Ça concernerait qu'une dizaine de villes. D'abord, je vais vous dire, sur le plan local, nous sommes la première force au niveau territorial. Donc, la grande majorité des seconds tours se fera en notre présence. La minorité. Donc, vous vous maintiendrez dans tous les cas. Et on se maintiendra partout où on le pourra. Ça, c'est clair pour moi, parce qu'il y a d'autres élections avec les intercommunalités, les métropoles, et ce sont des élections très importantes, parce que souvent, les finances publiques sont dans ces intercommunalités, dans ces métropoles et autres. Mais nous donnerons la liberté, bien entendu. Ça sera, bien entendu, hors de question de faire élire un LFiste. Ce que je veux simplement dire, mais pour par être très rapport clair... à un candidat de gauche... Oui, mais justement, Paris, la gauche, Paris, je viens de dire, écoutez-moi bien, je viens de dire que le pire, c'est LFI. Mais pardon, la gauche, écologiste ou socialiste, par devant, elle dit pas d'accord, mais par derrière, elle fait des accords. J'ai lu le communiqué du Parti socialiste il y a 24 heures pour le second tour. Pardon, au premier tour, il y a plus de 60 accords entre LFI et le Parti socialiste. Les écolos, c'est pire. Plus de 80 accords au premier tour. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir, justement ? Je leur dis, c'est une honte que quelque part, ils se comportent comme des complices et comme des tartuffes. C'est une bande de tartuffes. Puisqu'ils disent facialement, non, on les condamne, on condamne la violence et on demande à nos candidats de les condamner. Et de l'autre côté, ils justifient des accords. Bruno Retailleau, dès le premier tour. Ils sauront se regrouper. La gauche, c'est se regrouper quand la droite est systématiquement divisée. Regardez à Paris, 3 candidatures qui risquent d'enrayer celle de Rachida Dati. Mais écoutez, je dis aux Parisiens, je ne cesse que de le dire, c'est-à-dire que toute voix portée sur Mme Knafo ou M. Bournazel ce seront des voix utiles à M. Grégoire à la gauche. Voilà. Et si on veut tourner, parce qu'on a un moment historique, c'est une opportunité incroyable de tourner un quart de siècle de la gauche municipale à Paris, eh bien, il faut voter dès le premier tour pour Rachida Dati. Il est notre et certainement pas pour Mme Knafo ou pour M. Bournazel. Emmanuel Grégoire est notre invité demain matin sur CNews Europe 1. Qu'est-ce que vous lui dites ? Engagez-vous à ne pas faire alliance avec LFI. Il va vous dire je ne fais pas alliance, mais les voix se reporteront. Bien sûr, mais je serai demain dans une commune et je montrerai que dans cette commune, déjà, il y a une alliance de la gauche avec LFI dès le premier tour. Et je montrerai demain d'ailleurs une carte de France. Et sur cette carte de France, je mettrai des points rouges partout où dès le premier tour, on a déjà un accord de la honte entre LFI et les autres partis de gauche. Est-ce que ça veut dire que les dernières outrances de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur le nom de Jeffrey Epstein, n'arrêtent pas ces alliances ? Ou M. Glucksmann ? Ou de M. Glucksmann ? Vous imaginez, il y a en France... Marine Tondelier, par exemple, a tweeté « ça suffit ». Et je crois que vous avez retweeté derrière en disant « ça suffit de dire ça suffit, il faut faire autre chose ». Exactement. Il y a en France une indulgence, voyez. Dès qu'on est d'extrême gauche, on passe tout. On passe tout et eux, du coup, se permettent tout. Et la gauche est en train de se rendre complice. Alors, encore une fois, on fait des bureaux politiques, on proteste, on s'indigne, mais en réalité, dès qu'il s'agit des accords électoralistes, de son petit pécule de voix, alors là, on oublie la morale. Donc, qu'est-ce que vous dites à Jordan Bardella qui appelle à dresser un cordon sanitaire autour de la France insoumise ? Vous lui dites, non, il n'y aura pas de cordon sanitaire ? Je dis bien sûr que si. Bien sûr que si, il faut faire barrage. Je l'avais déjà dit, il faut faire barrage. Il faut faire barrage à LFI et nos électeurs, nous leur donnerons ensuite une consigne de liberté. Voilà, ils sont grands. Voilà, et en plus, nos concitoyens ne supportent plus et ne suivent plus les consignes. Donc, ils seront libres. Mais moi, je leur dirai, le pire, je le dis ce soir, je le répète, je l'ai déjà dit par ailleurs, barrage à LFI. C'est une évidence pour moi. Allez, on va avancer. Peut-être on parle de la primaire. Oui, est-ce que vous voulez vous imposer comme le candidat naturel de la droite, Bruno Retailleau ? Et est-ce que c'est pour cela que vous avez très très tôt déclaré votre candidature pour 2027 ? J'ai déclaré ma candidature très tôt. Je pense que j'ai eu raison. Les derniers sondages le montrent. Il y a 3 sondages qui viennent de c'est paraître. une bonne idée puisque c'est la mienne. C'est ce que vous dites. Non, parce que j'aurais pu être démenti d'ailleurs pour les sondages.
parce que c'est une épreuve de vérité. Simplement, moi, j'ai voulu sortir pour exprimer une voix différente. Je vais mettre sur la table, encore une fois, un nouveau projet, une nouvelle offre politique, avec un projet de liberté pour la prospérité, d'ordre intransigeant pour l'immigration, pour notamment la justice, mais aussi une fierté française. Parce qu'il y a le niveau de vie, le pouvoir d'achat, mais il y a les modes de vie. Et je pense qu'on ne peut pas demander à un peuple de relever des défis si ce peuple ne croit pas en lui-même, s'il n'est pas fier de lui-même. Et je pense que le sport national en France, c'est l'autodénigrement, vous voyez. C'est le fait de dire, mais la France, on veut bien qu'elle soit estimable, mais avant, elle doit se reconnaître coupable. Eh bien, moi, j'en ai marre. Et je serai le candidat qui voudra défendre précisément, par exemple, nos coutumes, notre civilisation, notre culture, notre mode de vie. Et notamment à l'école. La transmission, pour moi, c'est fondamental. Je veux demain donner aux jeunes Français une France à aimer, à travers une école véritablement républicaine. Vous savez que le plus grand échec de ces 30 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, l'école, dite républicaine, c'est devenu une machine à fabriquer des inégalités, puisque le résultat des élèves dépend, en fait, de la position sociale des parents. C'est terrible. Moi, je veux que chaque enfant puisse réussir grâce à son effort, à son mérite. Allez. Donc, on va revenir aux fondamentaux et il faudra reformer des professeurs. C'est difficile aujourd'hui d'enseigner. Et on ne les recrute pas parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, postuler. Et on les paie mal. Et on les paie très mal. Une question de Jérôme qui vous parle de la présidentielle. Bonjour Monsieur Retailleau, je suis Jérôme, j'ai 64 ans. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à fédérer le front de la droite pour les élections présidentielles ? Voilà, et on sait qu'il y a beaucoup de candidatures à droite, notamment David Lisnard, la vôtre. Je vais répondre à Jérôme. Jérôme a raison, parce que bien souvent dans l'histoire, le pire ennemi de la droite, ça a été la droite elle-même. Moi, je ne vais pas m'adresser au chapeau à plumes. Peu m'importe. Je vais m'adresser aux Français, et pas seulement aux Français de droite. Ce qui m'importe, c'est précisément de porter un projet qui sera nouveau, je viens de le dire. On va renverser la table. Moi, l'analyse que je fais, c'est que le pays est en train de décliner et les Français sont en train de s'appauvrir. Et on n'y arrivera pas si on n'assume pas une rupture. J'assumerai cette rupture. Mais je suis sûr qu'il existe dans le pays, là encore, j'en reviens à ce que j'avais appelé la France des honnêtes gens, ce que j'appelle une majorité nationale, une majorité de Françaises et de Français qu'en ont marre. Et je dirai la vérité. Et je pense là aussi que je convaincrai. Une des choses qui m'avait le plus étonné au ministère de l'Intérieur, c'est que j'avais mis sur la table souvent, j'avais fait des propositions qui décoiffaient et qui ont créé des polémiques. Bon, et bien malgré tout, dans les enquêtes d'opinion, à chaque fois, bien sûr, j'avais une grande majorité, 75-80% d'électeurs de droite qui me soutenaient, mais j'avais souvent une majorité d'électeurs de gauche qui me soutenaient. Donc la majorité nationale, au sens gaullien du terme, elle existe. Et c'est celle-ci que moi, je veux, si j'ose dire, rassembler. Rassembler, encore une fois, avec des nouveaux projets. Des projets qui vont là aussi, peut-être parfois choquer, mais qui ne choqueront pas cette France, cette majorité silencieuse. On a marre de dire qu'on vivra mieux en travaillant moins. Ça, c'est des mensonges. On a raconté, la gauche a raconté aux Français des boniments pendant des décennies. Et c'est comme ça que la France est en train de s'appauvrir. Bruno Retailleau, vous n'êtes pas le seul à vouloir renverser la table. Il y en a un qui s'appelle Jordan Bardella, qui lui aussi a envie de renverser la table. Et quand on regarde les derniers sondages avec les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, ce sondage IFOP d'aujourd'hui, Jordan Bardella, dans l'hypothèse où vous êtes le candidat du socle commun, Jordan Bardella est à 38%, vous êtes à 17%. C'est quand même un écart structurel, j'allais dire. Bien sûr, c'est un écart important. Simplement, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas un seul instant que les projets du Rassemblement national relèveront la France. Vous savez, ils se sont opposés justement parce qu'ils veulent l'assistanat. Ils ont une partie de leur électorat, une grande partie, qui vient de la gauche communiste d'ailleurs. En refusant les 15 heures de contrepartie au RSA, en refusant la réforme de l'assurance chômage, en refusant la réforme des retraites. Si vous l'avez dit, Bruno Retailleau, mais vous avez dit aussi que les électeurs sont grands, et en attendant, quand on regarde les intentions de vote, c'est quand même criant. Il y aurait 2 ou 3 points d'écart, je veux bien, mais là, on est à 20 points d'écart. Oui, d'accord, mais on verra. On verra avec une campagne électorale, on verra parce que je porterai, moi, là aussi, un langage de vérité. Ça pourra déplaire parfois, mais je ne pense pas qu'encore une fois, en promettant la Lune aux Français, on puisse parvenir... Parce que promettre la Lune ? Bien sûr.
Pas faire d'efforts, par exemple. Ne pas faire d'efforts, ni sur les retraites. Vous pensez que les Français sont capables, aujourd'hui, d'accepter un langage qui les trompe? Quand je suis né, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Demain, il y aura seulement 1 cotisant pour 1 retraité. Croyez que sans effort, on va pouvoir servir de bonne retraite? Ça veut dire une politique d'austérité. Non, c'est l'inverse. Puisque, vous voyez, j'ai mis, là encore, je vous ai fait des propositions avec un 13e, voire même un 14e mois, de façon intelligente. Donc pour ceux qui travaillent? Pour ceux qui travaillent, mais par le travail. Je suis désolé. Encore une fois, je protégerai et j'essaierai de bâtir un modèle social en avantageant ceux qui travaillent et pas ceux qui profitent. Bruno Retailleau, est-ce qu'en refusant cette idée de primaire qui pourrait déterminer tous ces candidats qui vont émerger dans les prochains mois dans ce qu'on appelle le bloc central, qui n'est pas très joli, mais vous ne mettez pas en scène finalement l'affrontement RN et les filles au second tour de la présidentielle? Ah mais moi je ne me reconnais pas dans le bloc central, pardon. Moi je n'appartiens pas au bloc central. Non mais il n'y aura pas de primaire. J'ai quitté le gouvernement, tout simplement parce que j'ai vu que le Premier ministre s'apprêtait à faire une politique de gauche. Ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque le vice-premier ministre, c'était M. Olivier Faure. On l'a vu dans le cadre des 2 budgets d'ailleurs, de la sécurité sociale et du budget de l'État. Donc, non, les choses sont pour moi très claires. Je trace ma route. Je vais faire une politique originale. Vous parlez à personne. Vous ne parlez pas à vos concurrents. Non, mais ni M. Wauquiez, ni M. Lisnard, ni M. Bertrand. Non, mais je parle aux Français. Ni M. Attal, ni M. Darmanin. Je parle aux Français. Et on verra bien si le projet que je vais porter porte ou non, justement. Et la rupture que j'appelle, ce sera une rupture dans tous les domaines. Dans tous les domaines. À commencer dans le domaine démocratique. Comme je le disais tout à l'heure, que le pouvoir revienne au peuple, puisse revenir au peuple. Je gouvernerai avec le peuple, certainement pas sans le peuple ou contre le peuple. Pareil, sur la prospérité, jamais je ne dirai aux Français, pas de problème, demain on rasera gratis. Je leur dirai, on va essayer de travailler un peu plus. Un peu plus, c'est 1 ou 2 heures par semaine. Et vous aurez un 13e mois à la fin de l'année. C'est intéressant, c'est pas du sang et des larmes. Aujourd'hui, c'est du sang et des larmes, puisque aujourd'hui, il y a quelques semaines, on a vu que le niveau de vie des Français s'était effondré et que désormais, on était inférieur à la moyenne du niveau de vie européen. C'est terrible, mais les Français le savent parfaitement. Une école qui ne fonctionne plus, une santé qui est à la peine, l'hôpital, une justice, là aussi, qui souvent est une justice qui excuse beaucoup trop et qui ne sanctionne pas suffisamment. C'est ce qu'on a dit. Bruno Retailleau, vous restez avec nous. On salue les auditeurs d'Europe 1 qui rejoignent tout de suite Maël Hassani. Nous, il nous reste encore une question à vous poser. Elle porte notamment sur la loi dite sur la fin de vie et sur l'aide à mourir qui a été votée par l'Assemblée nationale. Le texte va revenir devant le Sénat, mais il semblerait que l'affaire soit conclue. Est-ce que vous êtes découragé? On sait que vous êtes fortement opposé à cette aide à mourir. Non, je ne suis pas découragé parce qu'il y a 2 ans, on nous avait dit que les 3/4 de l'Assemblée nationale, du Parlement, voteraient ce texte. En fait, plus les mois s'écoulent, moins il y a justement de supporters. En tout cas, le dernier vote, c'est 53% des députés. Vous voyez, moi je pense que le scandale, le vrai scandale, auquel on ne s'attaque pas suffisamment, c'est qu'on n'est pas égaux devant la mort. Puisque, en fonction de votre département, vous aurez, oui ou non, pratiquement la moitié de ceux qui meurent n'ont pas justement accès aux soins palliatifs. La partie sur les soins palliatifs a été votée à l'unanimité. Oui, elle était votée à l'unanimité, mais derrière, pour l'instant, il y a peu de moyens, il n'y a pas assez de moyens. On sait qu'il faudra des années pour combler justement ce fossé d'inégalité. Et moi, ce que je crains par-dessus tout, c'est que demain, la logique financière, avec un système de santé qui est à la peine, finalement, entre 2 choix collectifs, le choix des soins palliatifs, c'est des centaines de millions d'euros, parce que c'est beaucoup de moyens, et le choix d'une petite pilule qui coûte rien du tout. Donc ça sera un choix économique. Je crains qu'il y ait une pression. Et je crains que cette pression, elle soit pas seulement financière et économique. Je crains qu'elle soit aussi psychologique et qu'elle concerne chacun d'entre nous. Parce qu'au crépuscule de notre vie, souvent, beaucoup de gens se diront « Est-ce que je suis devenu un fardeau ? Est-ce que je ne dois pas débarrasser le plancher ?» Et les victimes seront les plus pauvres, puisque c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Bien sûr, comme ce qui se passe au Canada, comme les études l'ont montré au Canada. Comme les études, c'est souvent les plus modestes. Mais ce qui est terrible, c'est que, là encore, on va couper les derniers liens. Je pense que la fin de vie, c'est un moment important qu'il faut vivre dans un lien. Et je crains que cette question, si jamais il y a l'euthanasie,
le suicide assisté, que chacun devra se poser. Suis-je devenu un fardeau pour la société? Suis-je un fardeau, une charge pour les miens? C'est une question insupportable. Et malheureusement, ce texte aboutira à cette question, qui est une question dramatique. Et par ailleurs, on voit bien, on l'a vu d'ailleurs, y compris dans les débats parlementaires, on croit mettre des garde-fous, mais en fait, les uns après les autres, ces digues-là, elles tombent. Une porte, pour reprendre votre expression tout à l'heure, une porte entrebâillée, finit grande ouverte. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir fait cette émission La France en face. Merci à vous Pierre Devinot.